Donc, autour de la table se trouve Monsieur Pierre Bordeaux, qui est maire adjoint de la ville de Courbevoie, qui interviendra le dernier dans la table ronde. Michel Cantal-Dupart, qui est architecte urbaniste, et qui interviendra au milieu de la table ronde. Et donc François Bourvic, qui est directeur adjoint des espaces publics et des infrastructures de De Facto, qui est en charge donc des espaces publics de la Défense. Voilà. Et donc moi-même, je suis aujourd'hui secrétaire générale du Conseil européen des urbanistes et directrice technique de l'aménagement du territoire au sein de Antea Group. Et donc je vais vous parler en introduction de la charte de l'urbanisme européen que le Conseil européen des urbanistes vient d'approuver en 2013 et que vous trouverez demain dans un petit cahier spécial joint au Moniteur. La publication intégrale de cette charte sera publiée au Moniteur demain. Et effectivement, l'accessibilité universelle, pour nous, est au cœur de l'urbanisme. Et cette accessibilité universelle doit permettre pour nous, aux plus faibles et donc à tous, l'accessibilité des services et biens communs, et à travers cette accessibilité, rendre la ville plus agréable et plus belle, plus conviviale et plus lisible, et beaucoup plus claire qu'elle ne peut l'être aujourd'hui dans toute sa complexité. Donc cette charte de l'urbanisme, je vais vous présenter en fait quel est l'engagement des urbanistes. Alors, un mot très vite pour vous dire ce que c'est que le Conseil européen des urbanistes. C'est une confédération qui rassemble 27 associations nationales d'urbanistes à travers en fait 45 pays du Conseil de l'Europe. On parle bien du continent européen avec les 800 millions d'habitants de l'Europe. Et bien sûr, on est majoritairement des pays de l'Union européenne, c'est-à-dire 400 millions d'habitants. Mais c'est bien, dans nos collègues, il y a par exemple l'association des urbanistes turcs qui représente 5000 urbanistes. On est en train d'approcher les urbanistes de Russie qui sont organisés en confédération. Et au total, aujourd'hui, nous sommes 40 000 urbanistes représentés dans cette confédération. Et donc, nous travaillons sur la qualification européenne des urbanistes pour des villes plus belles et plus agréables et des territoires plus beaux et agréables en Europe. Et donc cette charte de l'urbanisme indique un petit peu quelle vision nous avons de l'avenir de nos villes et quel rôle nous voulons y jouer. Donc les urbanistes leaders du changement qui travaillent sur des plans à la fois détaillés à l'échelle locale pour toutes les collectivités et les communautés humaines. Et aujourd'hui, avec un enjeu de renaissance urbaine pour permettre aux territoires urbains et ruraux d'avoir une meilleure résilience dans cette période de crise qui est essentielle. Et la ville a un grand rôle à jouer dans ce sens-là. Nous sommes des scientifiques et nous avons une profession qui est basée sur des connaissances avec des analyses rétrospectives. Nous avons fêté les 100 ans de l'urbanisme il n'y a pas très longtemps en France pour analyser les scénarios, quels sont les besoins et se projeter dans le long terme. Et un des enjeux de l'accessibilité, c'est de rendre les données et les connaissances accessibles à tous, du niveau global au niveau local. Et ça, c'est un enjeu majeur de l'accessibilité, justement. Et donc contribuer à la formation, à l'enseignement et encourager les débats entre théorie et pratique. Nous sommes des concepteurs et des visionnaires pour imaginer les équilibres entre les stratégies locales et régionales et assurer les cohésions territoriales. C'est un des grands sujets au niveau européen. Développer les choix et les opportunités pour tous, protéger et développer les écosystèmes, l'excellence de la composition urbaine, où l'accessibilité est en premier plan, préserver les patrimoines et les identités locales. Nous sommes des conseillers et des médiateurs pour soutenir les autorités locales et avoir une véritable participation du public dans les démarches d'aménagement, pour faciliter un dialogue entre les acteurs et coordonner les développements, pour intégrer les rôles, l'influence et les besoins et articuler les différents niveaux géographiques entre du quartier à, ici par exemple, la grande métropole parisienne ou la métropole du Grand Paris.
gestionnaire des villes et des territoires. Non, pas la même chose. Mais monsieur Bordeaux nous précisera ces questions d'échelle. Donc, gestionnaire des villes et des territoires, où nous avons adopté des approches de gestion stratégiques plutôt que bureaucratiques, stimuler des partenariats entre le secteur privé et le secteur public pour créer des emplois et assurer la qualité de vie, assurer le suivi et l'évaluation permanente des plans afin de les ajuster aux nouveaux enjeux qui bougent sans arrêt. Voilà ces 6 grands engagements des urbanistes dans cette charte. Et donc maintenant, c'est une petite image sur la mobilité qui effectivement est rapide pour certains, les automobilistes, et la notion d'accessibilité lente pour tous. Comment on passe de la rapidité que pour certains à une accessibilité lente pour tous. Là, cette image toujours est, bon, moi, me convainc de la réappropriation de l'espace public pour parvenir à ça. Alors, venons-en à notre sujet du jour. Où en sommes-nous à Courbevoie et à la Défense? Et donc, pour illustrer ce propos, j'ai repris un plan qui a été commis par Michel Cantal-Dupart, ici présent, qui montre les espaces verts en réseau. Et vous revoyez en jaune le grand axe de la dalle de la Défense au cœur. Et puis en vert, vous voyez l'espace vert de l'avenue Gambetta qu'il faut deviner derrière la tour, derrière une petite tour qui s'est construite malheureusement juste dans l'axe de l'avenue Gambetta, et le cœur de ville de Courbevoie avec un jardin que vous voyez ici, qui est le jardin Diderot, qui est un magnifique jardin, mais très peu accessible depuis le cœur de ville. Et puis l'accès à la Seine et aux berges de la Seine, bien sûr, et à l'ensemble des quartiers, à la gare de Courbevoie. Enfin, de tout ça, il va être question à travers nos 3 intervenants. Donc le premier, c'est Monsieur François Bourvic, donc qui va nous présenter, qui est directeur adjoint sur les espaces publics et sur les infrastructures de la Défense, donc qui était avant d'être à de facto en fonction de directeur de développement de la SADEV 94, et donc qui depuis septembre 2013 a rejoint aujourd'hui de facto. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup d'être là déjà pour nous écouter et échanger avec nous, bien sûr, à l'issue de nos diverses présentations. Je vais essayer d'être assez bref, 15 minutes, pas une de plus, car le temps est limité et nous devons échanger ensemble, bien entendu. La question de l'accessibilité à la Défense pouvait être abordée par plein d'aspects, par plein de variables, par plein de thématiques. J'en ai sélectionné 5. Pour essayer de couvrir le champ le plus large possible, sans toutefois me disperser ou prendre le risque de me disperser. Petit préambule quand même, pour que les choses soient bien claires, entre le rôle des 2 établissements qui s'occupent de la Défense, l'EPADESA d'un côté et de facto de l'autre côté. En 2 mots, l'EPADESA, que vous connaissez certainement, est l'aménageur de la Défense. Donc il mène des projets d'aménagement, des projets de construction, en tout cas il vend des terrains pour la construction de bâtiments, que ce soit des bâtiments à vocation tertiaire, des tours ou autres, ou des bâtiments plus résidentiels. De l'autre côté, de facto, donc 2e établissement public local, celui-là, donc avec dans son conseil d'administration 2 villes, Courbevoie et Puteaux, et le conseil général des Hauts-de-Seine. De facto, lui, son rôle n'est pas d'aménager, c'est de gérer cet espace et d'en faire sa promotion et son animation. Donc donc nous ne vendons pas de terrain, nous ne dégageons pas de charges foncières. Par contre, nous avons comme objectif d'exploiter, de rendre vivable et viable ce site de la Défense, ce quartier d'affaires, et de participer à sa promotion, à sa meilleure vie et à son animation. Bien entendu, comme vous le verrez dans la présentation, les 2 établissements ne s'excluent pas. Nous travaillons ensemble main dans la main sur bien des aspects et sur la question de l'accessibilité notamment. Nous avons un travail quotidien ensemble parce que les 2 établissements se complètent.
tout simplement. Donc les 5 points que je vais aborder en quelques mots. D'abord, l'ensemble des démarches que De Facto a initiées sur la question de l'accessibilité, afin que vous voyez ce dont vous êtes convaincu, j'imagine, que l'accessibilité ne se traite pas d'une seule manière et sur un seul aspect. C'est protéiforme, c'est multiforme. Deuxième point, les réflexions que nous avons menées dans le cadre du plan guide que nous avons élaboré entre la fin 2012 et le premier semestre 2013, nous avons essayé à propos duquel nous avons essayé de communiquer beaucoup à l'été dernier avec une exposition notamment sur le parvis, donc que vous avez peut-être vu. Je vous en rappellerai 2 éléments fondamentaux du point de vue de l'accessibilité. Troisième point, le défi de la géolocalisation, donc des nouvelles technologies, notamment en ce qui concerne l'information et la bonne localisation des personnes qui ont besoin de se déplacer. Quatrième point, comment la question de l'accessibilité est gérée dans nos projets urbains. Et enfin, dernier point, la question ô combien difficile de la gestion de la mutation et de la temporalité dans un espace qui bouge. Donc premier point, en quelques secondes, l'ensemble des démarches initiées par De Facto. D'abord, quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que la question de l'accessibilité, pour nous, elle est vraiment rentrée au cœur de nos attentions et de nos objectifs. D'une part, parce que c'est très demandé. On a fait un baromètre de satisfaction des usagers, aussi bien les salariés que les habitants, les touristes ou les étudiants qui habitent le site de la Défense. Et tous ont noté ce besoin de rendre la Défense plus accessible. C'est pas original. Dans tous les quartiers de France et je pense du monde, la question de l'accessibilité est devenue quelque chose de tout à fait majeur pour tout un chacun. À la Défense, avec le problème de dénivelé qu'on a entre notre niveau dalle qui a perché à 9 mètres du sol et les voiries alentours, des communications qui ne sont pas simples entre les villes, le cœur des villes et la Défense, entre Paris ou Nanterre et la Défense. Voilà, on est vraiment au cœur de cette problématique. Donc une forte attention, une forte attente des utilisateurs, forte attente bien entendu des collectivités qui travaillent quotidiennement avec De Facto, donc notamment la ville de Courbevoie, pour qui le franchissement du circulaire et le franchissement de ce dénivelé de plus de 10 mètres de haut est un enjeu quotidien. Donc De Facto s'est mobilisé de manière à promouvoir une vision d'ensemble sur cette thématique, étant convaincu que la question de l'accessibilité, on ne la traitera pas en fabriquant 2-3 rampes complémentaires. C'est vraiment un faisceau d'éléments qui vont converger et qui vont nous permettre de résoudre cette problématique, en tout cas de l'améliorer concrètement. Quelques exemples d'actions que nous avons menées. Nous travaillons activement aujourd'hui sur l'accessibilité PMR. J'y viendrai avec un AMO que nous avons missionné. Nous travaillons quotidiennement sur la question de l'évolution de la signalétique et de la signalisation. Enjeu ô combien difficile, déjà quand on veut accéder à la Défense, même en voiture, mais alors je ne vous raconte pas qu'on veut y aller en vélo ou à pied, encore moins en fauteuil roulant. Donc voilà, on a vraiment là un enjeu crucial. Troisième point, l'amélioration de l'accès au parking, c'est important, mais de pouvoir sortir du parking et aller retrouver sa bonne destination sur la dalle, c'est tout aussi important. Donc voilà, on a le double aspect. Comment faire en sorte que les gens aillent au bon endroit par la route, et une fois qu'ils sont sortis de leur voiture, et c'est ce qu'on souhaite quand même sur un espace qui est essentiellement piéton, qu'ils puissent se repérer assez facilement et rejoindre là où ils veulent aller. Quatrième point, la rénovation des espaces publics, en intégrant la création, le renouvellement des circulations verticales, là encore pour franchir ce dénivelé. La question du vélo, que nous n'oublions pas, même si je ne vais pas forcément le développer beaucoup aujourd'hui, mais qui est une question absolument essentielle. Et enfin, la gestion et le développement des services numériques, géolocalisation, j'y reviendrai. Donc, parmi les principales démarches les plus structurantes engagées par l'établissement, nous nous sommes dotés d'un AMO, parce que ces questions-là, on ne peut pas les réfléchir seul, on n'est pas forcément compétent en interne, donc nous sommes allés chercher la compétence à l'extérieur pour nous accompagner. Donc, un cabinet qui s'appelle Accessmetry qui nous accompagne dans cette réflexion, qui a commencé bien entendu par réaliser un diagnostic très précis. Quels sont les cheminements, par où on passe, où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça passe difficilement. Donc depuis les cheminements les plus évidents jusqu'aux moins connus, et en passant par toutes les petites remarques qu'on oublie parfois. C'est l'écartement entre 2 dalles. On est sur des dalles sur plot, donc les dalles sur plot ça bouge, et parfois on a 1 centimètre d'écart, parfois 5, et 5 ça commence à être problématique. Donc voilà, toutes ces petites remarques qui ont été faites très concrètement sur notre territoire pour voir ensuite décliner le plan d'action, qui passe autant par la reconstitution de cheminement lorsqu'il faut les recréer, des créations d'ascenseurs, on reviendra, ou d'escaliers, et puis jusqu'à des petites choses anodines. Est-ce qu'on peut recharger une rampe
pour la mettre PMR? Est-ce qu'on peut changer un peu nos dalles pour les faire se rejointer, etc. Donc, cette AMO travaille bien sûr pour De Facto. Par contre, ce qui nous a semblé très important, et je voudrais insister sur ce point-là, c'est que ce n'est pas un travail en chambre, ni le diagnostic, ni le plan d'action qui va en découler. L'objectif, c'est de le croiser, et c'est ce que nous avons fait ces derniers mois, de croiser notre travail avec celui des villes, notamment la ville de Courbevoie et de son propre AMO, de manière à ce que nos réflexions soient partagées et puissent ensuite prendre corps dans le cadre de ce que la communauté d'agglomération Seine-Défense, donc Courbevoie et Puteaux, met en place du point de vue de l'accessibilité, mais peut-être que nous en parlerons tout à l'heure. Donc c'est le point suivant. Nous sommes vraiment sur un faisceau d'acteurs et d'institutions qui travaillent ensemble, qui doivent travailler ensemble et qu'il faut forcer à travailler ensemble. On se plaint trop souvent du millefeuille ou de la complexité de gestion des espaces en France, et puis notamment ici à La Défense. C'est vraiment pour nous un enjeu stratégique que sur ce point-là, enfin, on puisse discuter, travailler conjointement. Et ça fonctionne, ça commence à prendre plutôt bien, donc je ne fais que souhaiter que ça continue et que, au contraire, ça se renforce. Avec les villes, c'est de toute évidence. Nos AMO travaillent ensemble et nous partageons aussi bien nos conclusions que nos actions. C'est aussi le cas avec l'EPADESA, qui est vraiment partie prenante de cette démarche. Mais c'est aussi le cas avec d'autres acteurs qu'on oublie. C'est notamment le cas des transports publics, la RATP, la SNCF, qui sont, là encore, pour remonter depuis les réseaux de transport jusqu'à la dalle, c'est parfois un peu sensible. Donc voilà, c'est des choses que nous travaillons avec les transporteurs, avec Nibail, avec des grands utilisateurs, avec les tertiaires, ou les OPH d'ailleurs, puisque tous les niveaux d'utilisateurs, encore une fois, sont concernés. Donc, dans ce contexte un peu où nous avons essayé de rassembler toutes les énergies, De Facto a quand même eu quelques avancées propres dans la réflexion sur ce point-là, à travers le plan guide. Le plan guide, deux actions qui en ressortent. D'abord, bien entendu, comme toujours, on a commencé par faire un diagnostic. Je vous ai mis deux cartes très simples mais très signifiantes. La première, je ne sais pas s'il y a une petite flèche, c'est parfait. Donc cette première ici, vous avez peut-être en jaune, si ça se voit, tous les points d'accès à la dalle. Il y en a quand même beaucoup. Pour les points d'accès, on va dire accessibles à tous ceux qui n'ont pas de problème de déplacement. Et puis là, vous avez à côté les points qui sont accessibles PMR. Et il y en a quand même nettement moins, avec des trous significatifs. Si on prend tout le boulevard circulaire nord à Courbevoie, jusque récemment, on avait voilà, ici une barrière sans point d'accessibilité PMR, ce qui est tout à fait, bien entendu, regrettable et qu'il fallait résoudre. Donc ça, l'EPADESA est aujourd'hui en train de créer des ascenseurs, etc., pour venir combler ce grand manque qu'on a ici dans la traversée du boulevard circulaire entre le quartier d'affaires de la Défense et les autres quartiers de Courbevoie, qui sont des ascenseurs, enfin voilà, qui sont en relation directe avec notre espace. Deuxième aspect, ou plutôt premier grand axe fort de notre travail du plan guide, c'est la reconquête ou la rénovation, ou la remise en valeur, en tout cas la remise au niveau, pour être même tout à fait franc, des espaces qui sont sous dalle. On a un niveau de nettoyage, de propreté, de salubrité, et même de qualité des espaces sur dalle, qui sont plutôt réussis, avec des manques et des choses à améliorer, bien sûr, mais plutôt réussis. Par contre, les espaces sous dalle, que ce soit les voies, les entreponts, ça laisse quand même parfois un peu à désirer. Et oui, je suis obligé de faire quelques euphémismes. Donc on a bien sûr conscience de cette situation chez De Facto, et donc nous avons engagé réellement la reconquête de certains espaces. Le premier d'entre eux, l'entrepont Corolle, qui se situe, pour ceux qui connaissent la Défense, au pied des tours Carpe Diem, Europe, ex-Chartis Blanche. Donc on n'est pas très très loin d'ici, en redescendant vers la Seine. Un espace, un entrepont où étaient confus les services, les livraisons, toutes les entrées VIP avec les sorties des poubelles, enfin, vraiment tout mélangé. On reprend ces espaces, déjà on requalifie, nouveaux matériaux, nouveaux revêtements, des fonctions qui sont bien réparties. Où sont les espaces de livraison? Où sont les espaces dédiés au public, que sont encore une fois les salariés comme les habitants, de manière à ce que ces espaces sous dalle retrouvent du sens et puis un côté agréable. Deuxième aspect très fort, c'est ce qu'on a appelé le seuil de mobilité, où là encore, alors je vais peut-être pas aller au bout de ce concept voilà, avec lequel on essaie de jouer un petit peu aujourd'hui. Seuil de mobilité, c'était pour nous dans des espaces qui sont extrêmement sensibles en termes de flux. Donc là, j'ai pris l'exemple du TJV, donc le terminal Jules Verne, qui est la gare de bus.
qui est alors là, à vraiment 50 mètres d'ici, en redescendant, hein, le terminal Jules Verne, où convergent donc beaucoup de flux, parce qu'on a l'accès au RER et au métro, et les bus qui arrivent. Et seuil de mobilité, c'est voilà, comment est-ce qu'on fait pour que les gens qui arrivent par plein de modes différents, voiture, bus, métro, etc., vélo, puissent trouver ici un point lisible, concret, des montées faciles à la dalle, et ensuite une diffusion simple dans les espaces. Donc avec des questions de hub de mobilité, avec des questions de sol retrouvé, de bonne lisibilité des différents niveaux. Voilà, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais c'est vraiment très important, et on verra dans les différents projets qu'on mène comment est-ce qu'on essaye de résoudre cette question. Point sur lequel je vais passer vite, mais qui est absolument central dans la démarche. Pour se déplacer correctement, il y a bien sûr des questions physiques. Est-ce que les rampes sont adaptées? Est-ce que les revêtements sont adaptés? Est-ce que le sol est adapté, etc. Il y a parfois aussi des questions de repérage dans l'espace. Et là, on n'est pas encore au niveau à la Défense. Alors, ça s'explique peut-être par un certain retard. Ça s'explique aussi par des contraintes techniques. Je vous ai mis une image qui est assez parlante. On a, je ne sais pas si c'est lisible sur l'écran, mais on avait un parcours bleu qui a été fait physiquement par quelqu'un qui a marché, donc assez rectiligne et droit. Et on a essayé de repérer sur GPS ce que ça donnait, et on voit que le parcours GPS était totalement déformé et à des dizaines de mètres de ce que le parcours réel a été. Ce qui s'explique en fait par des zones d'ombre que créent les tours et les grandes hauteurs dans la zone, et qui fait que les satellites ne se repèrent pas. Donc on a une vraie question technique à résoudre pour que géolocalisation et GPS puissent se faire. Ce qu'on est en train de résoudre techniquement, et ce qui nous permettra donc à l'horizon 2015 d'avoir des outils numériques de géolocalisation qui nous permettent de nous repérer, mais après qui nous permettent de développer plein de services, par exemple un escalator en panne, un ascenseur en panne, des travaux dans un secteur. Sur les services numériques, on saura dire si vous ne pouvez pas passer par ici, vous êtes en fauteuil roulant, passez plutôt par là, vous êtes en vélo, passez plutôt par ici. Vraiment toute la palette de services évidents et nécessaires de nos jours. Je passe, bien sûr, j'aurai plaisir à développer et à répondre à vos questions si vous le souhaitez à la suite. Les projets urbains, nous menons donc chez De Facto des projets de rénovation d'espace public, pas des projets d'aménagement en tant que tels, parce que nous ne créons pas de bâtiments neufs et nous ne créons pas de charges foncières, donc de construction nouvelle. Mais malgré tout, nous avons un impact de rénovation urbaine forte, donc avec des projets d'espace public tout à fait structurants. J'en ai choisi un, alors qui n'est pas à Courbevoie, j'en ai choisi un plus tôt, mais qui n'est pas très loin. Et pour ceux qui connaissent la Défense ou qui voudraient aller s'y promener si la pluie s'arrête à l'issue des conférences, qui est juste de l'autre côté du parvis, vous traversez de l'autre côté des 4 temps, les 4 temps sont là. Vous avez le quartier Bois-le-Dieu, qui est un quartier sympathique parce que très mixte, avec des tours. Ici, vous avez deux tours, Winterthur et Franklin, qui sont assez importantes. Et puis un quartier résidentiel qui est perché sur dalle pour la moitié et posé sur le bon sol pour l'autre moitié, et avec une densité de population assez intéressante. Donc un quartier vraiment en limite, qui joue à la fois avec la ville de Puteaux et avec l'axe central et historique de la Défense. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je ne vais pas vous décrire en long et large à travers ce projet. Juste 2 points qui me semblent importants et qui sont là pour illustrer un petit peu la démarche que mène De Facto sur la question d'accessibilité. Premier point, on intègre des parcours longs, parce que l'accessibilité d'un point A et un point B, s'ils sont proches, n'a pas de sens. Donc on réfléchit en partant depuis les quartiers des villes alentours, donc le centre-ville de Puteaux, ou de l'autre côté de la Rose de Cherbourg, ici, projet développé par l'EPADESA. Comment est-ce qu'on peut ensuite remonter par le quartier, par le quartier d'habitation pour aller jusqu'au CNIT, jusqu'à l'Arche ou jusqu'aux 4 temps. Donc l'intégration de parcours longs qui passent parfois par la création d'une rampe, comme ici au travers de la Rose de Cherbourg, ou par la création d'un nouvel ascenseur, comme ici en limite de dalle, en lien vers le centre-ville de Puteaux. Donc ça passe parfois par le simple projet 20, parfois par des lésions mécaniques qu'il faut recréer là où il n'y en a pas. Là on avait un escalier maçonné, on garde l'escalier bien entendu, on crée un ascenseur pour faciliter la remontée ou la descente d'ailleurs. Donc bref, les liaisons entre la dalle et la ville. Ensuite, au cœur même de notre projet, donc là c'est une image de quasi-programmation, on fait bien sûr attention à la poursuite de ces cheminements et de ces liaisons, donc vers l'axe à travers une rampe nouvelle qui est créée, vers Île-de-France, le quartier Île-de-France, à travers une rampe qui existe mais qu'il faut reprendre un petit peu, de la même manière vers ce qu'on appelle les jardins Bois-le-Dieu, ici avec cette rampe qui existe et qu'il faut reprendre.
vers la Rose de Cherbourg avec une rampe que crée l'EPADESA. Et là, on voit bien l'interaction entre les deux établissements, des projets juxtaposés, mais qui sont travaillés intelligemment, du mieux possible en tout cas, pour y parvenir. La question du seuil de mobilité et de la relation dessus-dessous, avec la reconquête de l'entrepont, qui intervient aussi dans cet espace-là. J'aurais pu prendre d'autres espaces en exemple. Oui, alors je ne prends pas d'autres espaces en exemple, de manière à ne pas être trop long. La gestion de la temporalité en 3 mots. On est sur un espace qui est en chantier permanent. Qui dit chantier dit parfois des cheminements qui s'interrompent, qui sont temporaires, où il faut informer systématiquement les habitants, les salariés, par où on peut passer, par où on ne peut plus passer. Donc je vous ai pris en exemple là, le quartier qu'on appelle Coupole-Regnault à Courbevoie. Donc le CNIT est ici. Vous êtes vraiment juste derrière. D'ailleurs, je vous invite encore une fois à vous y promener en sortant, parce qu'on est vraiment sur des espaces qu'on oublie à la Défense, qui sont un peu confidentiels, assez jolis d'ailleurs, mais voilà, sur lesquels il y a des projets majeurs de tours, d'espaces publics qui sont en cours de développement. Et donc notre souci conjoint, là encore, ville de Courbevoie, EPADESA de facto, c'est qu'à chaque projet nouveau, à chaque chantier, on n'oublie pas de remettre la signalétique, de la changer, de la rendre temporaire, d'être extrêmement réactif et le meilleur possible en tout cas dans la formation des usagers, parce que c'est dramatique en fauteuil roulant. On pense passer par cet ascenseur, on arrive, il n'existe plus parce qu'il y a un chantier, il faut faire demi-tour, etc. Donc là, on a un enjeu dans la gestion de la temporalité et des mutations qui est vraiment parfois anecdotique, mais assez central. Je m'arrête là pour ne pas être trop long et je vous repasse la parole. Merci et bravo, vous avez tenu quasiment les délais. Alors je ne sais pas si à ce stade déjà, est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ou est-ce qu'on enchaîne tout de suite avec la présentation de Monsieur Cantal-Dupart? Bon, alors enchaînons. Donc Michel Cantal-Dupart est architecte urbaniste, officier de la Légion d'honneur. Il a été entre 70 et 74 expert international au programme des Nations Unies pour le développement et fonctionnaire international de l'UNESCO. Il a sauvé et mis en valeur le site de Carthage et la Médina de Tunis en vue d'un développement économique. Il a, en visitant les banlieues avec François Mitterrand, il a engagé avec Roland Castro la mission Banlieue 89 et proposé 226 projets pour réhabiliter les quartiers périphériques délaissés de nos villes et les relier aux villes-centres. Là aussi, il y a des grandes questions d'accessibilité qui se posent. En 88, il a eu 2 missions d'État, la mission Fleuve sur l'aménagement des voies navigables de France et la mission Campus sur la mise en valeur des campus universitaires. Et donc, il s'agit de remettre en valeur l'accessibilité à nos fleuves et d'arrêter de maltraiter nos universités. Tout récemment, en octobre 2013, il a fait parvenir au président de la République un rapport intitulé « Vivre le Grand Paris », dans lequel il a dénoncé le manque d'ambition et rappelé les enjeux urbanistiques, écologiques et solidaires du Grand Paris, avec donc 7 thèmes prioritaires: l'art de raccommoder les quartiers, où et comment construire le premier et le dernier logement, la culture du chemin des écoliers, la culture du bien-être, l'accès à toute la ville, nous y voilà, le tissage de la mobilité, gommer l'attrait du vide et protéger l'agriculture et valoriser la Seine. Alors, Monsieur Cantal-Dupart, vous avez 15 minutes. Merci. Étrange hémicycle où tous les auditeurs se sont mis sur le côté gauche, délaissant le côté droit, donc je vais être un peu hémiplégique dans mes propos. Alors, oui, vous savez, en urbanisme, et Dominique Lancrenon, en commençant, a dit ce qu'était un peu la charte des urbanistes, un urbaniste doit préfigurer les choses et non suivre les textes. En architecture, on essaie de fonctionner à l'économie, donc on suit les textes. Un urbaniste, il doit préfigurer, il doit imaginer ce qu'est une ville pour tous. Moi, je mets toujours en opposition l'urbanisme dit immobilier à l'urbanisme culturel. Et qu'est-ce que c'est que l'urbanisme culturel pour les maisons de la culture? C'est un urbanisme partagé. Et moi, je me bats depuis très longtemps pour une ville Tintin, c'est-à-dire une ville pour les 7 à 77 ans. Regardez comment un enfant ne peut plus circuler en ville. Regardez comment une personne âgée a des difficultés à circuler en ville. Et donc,
à quel moment les associations d'handicapés qui sont intervenues violemment dans l'aménagement des villes ont su être moteurs quelque part et donc permettre et ouvrir ces villes par les aménagements qu'ils amènent, qu'ils forcent, aménager des villes pour des personnes âgées, c'est-à-dire pour tous un jour, et pour les enfants, ce qu'on a été un autre jour. Moi, j'ai bien... Je vous prie de m'excuser, c'est trop facile, mais c'est formidable. La Défense, ça va être vachement bien demain. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et je vois vous n'êtes pas là depuis très longtemps, depuis septembre, et vous avez une ambition très forte. Ça va être formidable. Mais enfin, de qui se moque-t-on? Ça fait 60 ans que ce programme existe. Ça fait 60 ans qu'un handicapé qui arrive soit par le RER, soit par le métro, par le métro, eh bien, bon courage. Bon courage. Et ça, c'est pas dur. Il y a suffisamment de gens ici qui ont des difficultés de déplacement, mais qu'ils aillent se promener, qu'ils aillent essayer de prendre le métro. Bonjour. Ça devrait être une priorité. Ça a été un grand programme d'État. C'est pas lié aux pauvres communes de Puteaux, Courbevoie ou Nanterre qui disent mais comment on peut faire ça? On va mettre des ascenseurs partout. Non, il y a des choses à faire toutes simples. Et effectivement, quand on fait un urbanisme de dalle, parce que ça a été ça, il faut imaginer l'escalade et ça se met en place d'entrée. Moi je dis ça, les problèmes d'accessibilité sont intervenus. Moi, j'y ai travaillé bien avant. J'ai pratiquement commencé ma profession en même temps que la Défense. Mais c'est arrivé dans les années 80, où on a commencé à se dire on pourrait peut-être aménager au droit des passages piétons, aménager des bateaux pour éviter que moi-même, je ne bute pas. Et puis donc, que quelqu'un qui se déplace... de façon mécanique, puisse avoir une continuité de choses. 1980, c'est-à-dire 35 ans. Et donc, je pense que même aujourd'hui, on voit les textes qui avancent, on voit comment des tas de gens amènent des astuces. Eh bien, croyez-moi, on ne va pas assez loin. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur une ville qui s'appelait Ramonville-Sainte-Anne, qui est dans la banlieue de Toulouse, où le maire avait un jour, parce qu'il y avait beaucoup de gens en rééducation, et il était une ville de rééducation, et il a donc décidé de faire des cheminements confortables entre tous les quartiers et les écoles. Et sauf que ça faisait des trottoirs très larges, des trucs tout bêtes, qui au moment où on décide de faire telle ou telle voie ne coûte rien. C'était complètement intégré. Bon, moi-même, quand j'ai participé à Souston, au réaménagement de cette ville, et au cœur de cette ville, il y a un centre d'handicapés qui est là, de gens qui sont hébergés là. Il y a eu d'ailleurs une bagarre complètement folle entre les commerçants et la ville en disant ça va donner une mauvaise image de notre ville. Eh bien, soyez-en sûr, c'est pas du tout ce que ça donne. Au contraire, ça donne une image très sympa. Il y a toujours, il y a toujours des gens, ça fonctionne, ça fait une ville apaisée. Et surtout, ça m'a obligé comme urbaniste à décider d'augmenter la grande route 20 cm de façon à ce qu'il n'y ait plus deux marches pour monter dans les commerces, mais qu'on puisse rentrer pratiquement de plein pied. Qu'est-ce que ça coûte au moment où on le fait? Moins cher que s'il avait fallu scraper toute la chaussée et la refaire. Ça coûtait moins cher. Donc de rendre une ville plus conviviale, plus culturelle, ça peut être avantageux. Voilà. Retenez ça pour militer où que vous soyez, pour que ça puisse se faire. Alors Courbevoie. Bien, je suis arrivé à Courbevoie, là vous pouvez y aller, je suis arrivé à Courbevoie et on m'a fait travailler sur le centre-ville. Et, comment? Oui. Alors vous voyez, vous avez la Défense qui est de mon côté, puis la place dont on parle, c'est de l'autre côté. Courbevoie s'interrogeait sur la présence d'un centre-ville. Il n'y avait pas de centre-ville. Et nous étions plusieurs équipes, et mes confrères, eux, cherchaient à faire un centre collé à la Défense. Bon, d'accord.
Oui, bon, enfin, vous allez voir là. En sortant, vous essayez de rester au niveau du sol où était au départ le CNIT, et puis vous avancez vers Courbevoie. Vous allez voir que. Par contre, bon, moi, je suis attaché à des choses simples. Donc, il y a une église, et devant l'église, il y avait un parking. Et il y avait des commerces tout autour sur cette place, mais la place, c'est propre à Courbevoie, c'est sur un plateau, puis il y a une dénivelée, elle descend très violemment et de façon très pentue vers la Seine. C'est bien que toute cette partie de Courbevoie, et entre autres ce centre-ville, est de guingois, c'est-à-dire qu'il y a une dénivelée non négligeable entre l'église qui est sur le plateau et la mairie qui est en contrebas. Question, comment rendre ça plus confortable? Devant l'église, il y avait un parking, 50 voitures. La particularité, c'est que quand il y avait un mariage et qu'on voulait prendre en photo les mariés qui sortaient de l'église, on reculait sur une voie et il fallait donc se débrouiller à... Enfin, il y avait un certain danger, quoi. Bon, eh bien, j'ai essayé d'agrémenter ça en faisant deux choses toutes simples. Un, aménager un parvis devant l'église, continuer ce parvis en ligne de crête, et faire qu'il y ait un passage en ligne de crête qui rejoigne le centre commercial Charras. Et donc, il y avait une association d'handicapés, quand ils ont vu le projet, ils ont dit « ça nous convient complètement, parce qu'autrement, on ne peut pas faire le tour de la place, c'est à chaque fois une épreuve ». Le chantier a commencé en juin, ça a été ça a été ouvert en novembre, et à l'heure actuelle, tout le monde trouve formidable, tout le monde, c'est-à-dire même des gens valides, ils trouvent que brutalement, non seulement c'est confortable, c'est logique, mais c'est beau. Enfin, c'est beau. Enfin, ils trouvent qu'on voit mieux leur église, qui est une église un peu particulière, puisqu'elle a été inaugurée en 1789. Avouez quand même que ça n'est pas banal. Bon, voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire très rapidement. Moi, je pense que dans nos travaux, dans tout ce qui est fait, tout au moins dans la partie Courbevoie de la Défense, c'est là où il y a eu le meilleur passage fait entre la Défense par l'avenue Gambetta, qui passe sous cette avenue périphérique et qui permet un peu au vélo de rentrer un peu dans la Défense. C'est sûrement quelque chose qui est le plus efficace dans ce que je connais. Ça a été fait il y a quelques années. Avant, il y avait un autopont, il a été déposé pour faire cela. Ça, c'est une bonne connexion. Là, ce qui est un peu plus dur, c'est que cette très bonne connexion, on la voit très très bien quand on est à Courbevoie et qu'on va vers la Défense, mais quand on est sur la dalle de la Défense, pour trouver cet axe vert que vous voyez là, il faut vraiment... un panneau de signalisation ne va pas suffire. Bien. Oui, apparemment. Bien, alors je ne sais pas s'il y a des questions déjà dans la salle aussi, ou bien on continue avec l'élu de Courbevoie, qui est donc Monsieur Pierre Bordeaux, donc, qui est adjoint au maire de Courbevoie en charge de la prospective, du développement stratégique, à l'action économique, à la coordination et au suivi des grands projets. Conseiller communautaire et membre du bureau de l'agglomération Seine-Défense en charge du projet de territoire. Coprésident de la commission Solidarité et Développement de Paris Métropole. Représentant de Paris Métropole pour le pilotage du groupe de travail sur la transition énergétique du comité des partenaires, membre du comité stratégique du Grand Paris, vice-président du syndicat intercommunal des eaux de la presqu'île de Gennevilliers, ethnosociologue, cadre de l'administration publique pendant 12 ans et actuellement DGA d'un institut de recherche sur la gouvernance et la performance des services publics. Mais si, c'est important, Monsieur Bordeaux. Et donc, chercheur consultant en prospective et stratégie urbaine et développement du territoire, notamment pour plusieurs villes en fédération de Russie. Et enfin, chevalier dans l'ordre national du mérite. Monsieur Bordeaux.
Bon, tout ça, c'est bénévole, hein, je vous le dis tout de suite. N'essayez pas de vous précipiter sur les responsabilités. En tout cas, première chose, je vous remercie de cette invitation. J'ai souhaité parler en dernier pour plusieurs raisons. 3 raisons majeures. La première chose, ça a été dit dans les discours précédents, quand on parle d'accessibilité aux deux villes, c'est une affaire de tout le monde, pour tout le monde, et dans une co-construction intégrale et entière, chacun apportant un élément à la construction collective d'un ensemble dans lequel nous vivons. Et véritablement, je ne voulais pas être celui qui allait introduire, puisque vous savez très bien qu'en la matière, il y a toujours un écart palpable entre le discours et la pratique, puisque, et monsieur de facto nous l'a dit, il y a des questions de temporalité, ce n'est pas des questions de bonne ou de mauvaise volonté. Vous ne trouverez pas un seul élu qui n'est pas impliqué dans ces questions d'accessibilité et d'aménagement urbain. Il y a simplement des questions de contraintes et qui font que quelquefois, le temps du discours, la volonté de faire les choses et la manière qu'elles se concrétisent prend un certain nombre de temps et peut décourager un certain nombre d'éléments. Le deuxième élément, pourquoi je voulais parler à la fin, ou parler à la fin, tout du moins donner quelques mots, puisque les choses ont été dites, et on ne va pas non plus refaire l'alpha et l'oméga d'un projet de centre-ville qui est important, j'en dirai quelques mots, qui est essentiel pour nous, mais dont vous avez déjà entendu par ailleurs sur n'importe quel projet urbain à peu près les mêmes recommandations, les mêmes difficultés, les mêmes contraintes sur le territoire quand on a à devoir jongler avec le temps, les contraintes normatives, les questions financières, les systèmes d'acteurs, et tout cela, véritablement, Courbevoie a sa spécificité, mais elle n'en déroge pas ailleurs, si ce n'est que, évidemment, et je le dis pas du tout avec l'ironie, nous avons, beaucoup de chance d'avoir un maire qui est très impliqué en la matière, et ça peut faciliter les choses, et j'en parlerai dans quelques instants. La deuxième raison pourquoi je parlais à la fin, tout simplement, vous devez savoir que dans quelques semaines, nous allons avoir une échéance. Donc nous sommes tous les élus en train de descendre de charge. Et donc effectivement, je ne me considérais pas en droit de parler au nom d'une collectivité, puisque effectivement j'ai eu ce plaisir, cet honneur de participer à cette action autour du centre-ville de Courbevoie, mais dans les délégations qu'on a bien voulu me rappeler. Et aujourd'hui, c'était plutôt un élu qui, dans son engagement personnel, allait partager avec vous ce qu'il a pu faire. Demain est un autre jour, on verra comment les choses vont s'organiser, mais c'était la deuxième raison pour laquelle je voulais vraiment parler qu'à la fin, et la troisième, c'est l'implication personnelle. L'implication personnelle, et mon travail à la mairie a toujours été celui, malgré tous les titres, d'identifier les problématiques, de réunir les conditions pour pouvoir dépasser un certain nombre de difficultés ou d'adapter en fonction des besoins et des attentes des populations, de nos populations, des acteurs économiques, la morphologie de la ville et les conditions. Je fais ensemble, en sorte, émerger un certain nombre de possibilités, comme le fait d'ailleurs mon collègue Michel Duez de la mairie de Puteaux. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur le Grand Paris, parce que Puteaux et Courbevoie est très impliqué en la matière, et nous partageons, et nous, Michel Cantal-Dupart avec sa personnalité et notre ami de facto avec ses responsabilités en ont parlé, ce territoire de la Défense qui nous a été imposé, mais sur lequel je crois que Courbevoie comme Puteaux, Courbevoie je suis plus légitime à en parler un tout petit peu, nous avons su faire preuve, comme vous l'avez dit madame, de résilience, d'accepter ce fait et de le retourner comme une force. Ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas encore à améliorer. Donc mon travail, c'est de faire émerger, rassembler les énergies, préparer les conditions de l'action et de la décision qui appartient effectivement au maire et qui, avec la population, peut changer les conditions pratiques d'un territoire. Le centre-ville de Courbevoie, Michel Cantal-Dupart l'a un peu évoqué, c'est un centre-ville qui était présent mais pas incarné. Présent et pas incarné. Chaque Courbevoisien vous dira que le centre-ville, Dan Mourier qui travaille à la mairie, André Pugmal aussi, qui sont des acteurs majeurs de cette ville, vous diront le centre-ville c'est à cet endroit bien sûr, mais quand vous arrivez à cet endroit, vous voyez un centre commercial au milieu des arbres, avec un territoire qui finalement date des années 70, au moment où il a été reconstruit. La ville de Courbevoie est très ancienne. Elle est un des premiers lieux de peuplement en Île-de-France bien avant l'arrivée des Romains. Donc a été reconstruit à un moment avec les principes urbanistiques des années 70, dont pour ma part, je ne me sens pas légitime à critiquer. Ils étaient pertinents à un moment donné. Le monde a changé. La société a changé, les attentes et les besoins ont changé. Et donc, pour nous, la première dimension, c'était de retrouver le sens de ce territoire à vivre. Qu'est-ce que ce centre-ville pouvait être plus facile à vivre pour les gens qui y habitent déjà, les gens qui y travaillent,
Les gens qui y viennent découvrir un certain nombre d'équipements publics qui font lien avec le reste de la commune. Nous avons une piscine, une patinoire, un centre commercial qui est d'ordre privé, mais dans les villes modernes, dans les villes aujourd'hui, la différenciation entre le privé et le public est très restreinte, et les contraintes qui peuvent être normatives pour les collectivités ne le sont pas toujours pour le secteur privé et réciproquement. Et c'est à nous un peu, du point de vue du discours politique, de l'action politique, de faire en sorte qu'on arrive à mettre autour de la table et à faire travailler ensemble tous ces acteurs dans un sens commun de rendre une collectivité, une ville, morphologiquement accessible pour tous. Bien sûr, et c'est pas ici que je dirais le contraire, pour les personnes en situation de handicap, pardonnez-moi de ce terme, mais pour tout le monde. Puisque 7 à 77 ans, mais un enfant de 2, 3, 4 ans doit pouvoir avoir les mêmes conditions de déplacement qu'une personne qui a d'autres qualités ou d'autres entreintes. La deuxième chose sur ce centre-ville à vivre pour les gens qui y sont, centre-ville qui redonne du sens à un territoire que Courbevoie, dans lequel les mutations, les mouvements de population font qu'on est toujours en permanence à retrouver, à rechercher, à redécouvrir notre histoire et notre identité. Courbevoie a toujours été une ville à la pointe de la modernité. Les emménagements et déménagements sont très nombreux. Un tiers de la population aura emménagé ou déménagé tous les 6 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 18 ans, si on prend une règle stupide, les habitants ne sont plus là. Il y a bien sûr des emménagements et déménagements au sein de la ville, mais pour vous dire, la ronde permanente des emménagements et des déménagements, les questions d'histoire, d'identité, de sens qu'on donne à son territoire, comment on se l'approprie, plutôt que qu'on le consomme, comment on se l'approprie, on le vit, plutôt qu'on le dénonce, et comment on devient un acteur de cette construction de ce territoire auquel on s'attache et qu'on s'implique, pas uniquement à des moments que nous allons vivre dans quelques instants, les élections, mais vraiment au quotidien. Cette énergie, nous en avons besoin et nous avons voulu travailler là-dessus, comme nous avons aussi pensé immédiatement comment ce territoire, comment ce centre-ville faisait sens dans une métropole plus large, dans le sens de la métropolisation et pas dans le sens académique du terme. Et on ne va pas rentrer dans ces questions sémantiques, mais c'est important par ailleurs, comment on se situe dans un ensemble qui doit être complémentaire ou qui a vocation à l'être de manière à s'articuler les uns par rapport aux autres. Et c'est dans ce cadre-là que je voulais situer mon intervention qui maintenant pour le coup va être très brève. Il nous a fallu, nous, trouver les acteurs, réunir les conditions pour dépasser les difficultés. Un territoire, une portion de notre territoire qui avait subi, dans le terme est impropre, je m'en excuse, qui a été construit de manière très forte à un moment donné avec la rationalité des années 70 où le tout voiture était important, où l'architecture d'Urdal était important, où des gens sont venus d'ailleurs habiter là pour ce caractère de modernité et qui y habitent encore bien longtemps. Comment nous pouvions réunir les conditions d'une mutation de ce territoire pour qu'il soit adapté aux attentes et aux besoins. Et là, le travail qui a été le nôtre, celui du maire, celui plus modestement, qui prépare la décision, qui l'accompagne, mais qui ne la prend pas, c'est bien le maire, la personnalité légitime, celui qui porte, celui qui a la capacité, avec son autorité morale et son implication à changer les lignes, c'était de trouver les conditions dans lesquelles nous pouvions réunir ces éléments pour changer cette donne. Cette donne, pour nous, elle a été... Madame Lancronon y a participé, Monsieur Cantal, ils vont participer également, puisqu'ils travaillent beaucoup sur le centre-ville, c'était de réunir des acteurs qui étaient susceptibles de changer la donne, de changer le regard que nous avions sur notre propre territoire. Parce que si vous prenez la liste des atouts et des difficultés, on n'est pas prêt de le changer, le centre-ville, en question de coût, en question de copropriété, en question d'auto-regard sur soi-même, sur ses besoins et pas les besoins d'à côté. Nous sommes au-dessus et nous devions réunir ces conditions-là. Et c'est plus en termes de stratégie que je vous livre notre expérience. Il nous a fallu changer la donne en changeant le discours. Nous avons un centre-ville dans lequel la propriété privée, comme dans l'ensemble de la ville de Courbevoie, est nettement dominante. On doit être propriétaire de 2-3% du territoire de Courbevoie et on doit pourtant faire du territoire, on doit faire du sens à tout cela. Donc on doit s'associer, on doit convaincre les uns et les autres nous avons un chemin à tracer ensemble et réunir les conditions de ce chemin. Pour le centre-ville de Courbevoie, ça a été effectivement, après un certain nombre de péripéties, un concours d'idées dans lequel nous avons réuni plusieurs équipes en leur demandant de fournir des pistes d'amélioration possibles, réalistes, et pourquoi pas réaliste, mais en tout cas qui puisse changer l'image que chacun pouvait se donner de sa capacité à agir. Ne demandez pas des solutions, comme ça a été le cas dans le concours qui était très intéressant, très important, mais c'était un peu la même finalité du Grand Paris qui avait été lancé par l'ancien président de la République, où il y avait certaines équipes ont donné des solutions. Ces solutions, elles ne s'incarnent pas.
ce sont des concours d'idées, et pour nous, ça change la représentation du territoire. Et dans ces questions-là, dans toutes les équipes, lorsque nous les avons choisies, nous avons demandé, effectivement, les questions de paysage, les questions de commerce, les questions d'accessibilité, et en fait de lisibilité, de déplacement dans l'espace public. Et à chaque fois, ces équipes ont répondu au fur et à mesure du concours, en avançant sur leur capacité à proposer des solutions qui permettaient en fait aux uns et aux autres de changer son regard sur la ville, sur son territoire et sur sa place dans ce territoire. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que là, puisque je pense que le temps est quasiment écoulé, mais c'était ça. La ville est l'affaire de tous. L'accessibilité est une question qui ne se pose même pas. Il faut qu'on arrive à réduire les écarts entre les difficultés matérielles et qui, elles, pour le coup, dépassent la bonne volonté de telle sorte à réunir les ressources et les financements. Nous devons nous appuyer sur des équipes qui ont envie de s'impliquer. Il y en a qui sont nombreuses et talentueuses. Et pour le politique, être le garant de cette coordination et de cette implication. Il y a plusieurs types d'engagement politique. Pour ce qui le concerne, et pour le mien très modestement, nous sommes plutôt dans les politiques d'affirmation de projet et pas de choix par défaut ou d'arbitrage. Et c'est peut-être là-dessus que nous avons réussi à faire bouger les choses à Courbevoie. Ce sont des projets qui sont très longs. Ça ne nécessite pas, M. Cantal-Dupart l'a dit, forcément de raser la moitié de la ville. Fort heureusement, nous n'avons pas les moyens, et puis nous n'en avons pas envie non plus. C'est de faire des gestes à la fois symboliques sur les représentations et des aménagements qui sont concrets, qui changent effectivement la donne. La donne, elle change aussi sur des choses très simples. Dan Maurier, qui est architecte de la ville, nous le dira, c'est l'élargissement des trottoirs. C'est la question des niveaux. Ça, vous le connaissez mieux que moi, mais ça doit être, à notre sens, complètement dans l'ADN du projet que nous portons. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut considérer qu'on a introduit une dynamique tout à fait différente en termes d'aménagement et de construction de la ville. Voilà ce que je voulais dire dans cette table ronde. La ville pour tous, la résilience, la coordination des acteurs, l'implication des uns et des autres, et puis surtout, je crois, de ne pas nier le passé qui est le nôtre. On doit s'appuyer dessus. C'est une force pour l'avenir. L'avenir n'est pas la continuité du passé, c'est des dynamiques différentes qu'on va construire, c'est un point de départ, c'est comme la coutume, c'est comme la tradition, et c'est tous ensemble qu'on pourra certainement réussir à avancer et à traduire en faits concrets ces questions d'accessibilité de l'espace public qui ne se limitent surtout pas aux questions d'handicap, de franchissement de niveau. Il y a aussi quelque chose dans nos têtes, et dans nos têtes, nous devons aller beaucoup plus loin tous ensemble. Merci beaucoup. Donc changer les regards, un urbanisme partagé, tout un programme d'action très important au niveau de la défense. Alors que vous suscitent tous ces témoignages sur la défense et Courbevoie maintenant? J'aimerais bien qu'il y ait quelques questions qui viennent de vous dans la salle. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro qui peut circuler. Sinon, moi, je peux le faire également. Non, il y a... Voilà, monsieur arrive. Voilà, vous allez avoir un... Donc, si ça vous ennuie pas, c'est monsieur qui est ici. Ah oui, non, pardon. Oui, monsieur. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour. Jean-Michel Royer, Association Mobilité Réduite. C'est une question pour monsieur Bourvic, là, de facto. La présentation que vous avez faite tout à l'heure du déplacement des personnes, et plus particulièrement des personnes à mobilité réduite en situation de handicap, semble très intéressante, surtout dans un quartier comme la Défense, que j'ai connu au départ dans les années 70. Et quand je vois l'évolution, il y a de quoi s'y perdre. Si je comprends bien, c'est un projet qui pourrait permettre à une personne, à partir d'un smartphone, d'un mobile, de se dire je suis à la tour Bourdieu et puis je veux aller au CNIT, et quel est pour moi le chemin le plus pratique ou le plus agréable, sans que je me retrouve face à des escaliers ou face à un ascenseur en panne ou des choses comme ça. Voilà quelle était la question. Et en plus de ça, si de facto souhaite développer ce genre de choses, parce que là on parle de la Défense, mais on peut imaginer que ça continue sur Courbevoie d'un côté, sur Puteaux de l'autre, deux communes qui ont quand même suffisamment d'argent grâce à l'EHPAD. Alors
Pour ce qui est des finances des villes, je laisserai aux élus le loisir et la chance de répondre. En 2 mots, c'est tout à fait le propos. C'est-à-dire, la géolocalisation, c'est effectivement le fait que par GPS, on puisse se repérer et donc déterminer des chemins. L'idée, c'est de le rendre intelligent et donc de pouvoir croiser des informations de manière à ce que, y compris les données de la RATP, sur le fait que les transports fonctionnent bien, de la SNCF, ou que les bus d'ailleurs fonctionnent, parce qu'il n'y a pas que le métro, il y a tous ceux qui, dans le quartier des villes, qui amènent jusqu'à la Défense. Donc vraiment, c'est un système intelligent, et c'est ce que nous sommes en train de travailler, et avec un objectif de mise en place, donc public, à l'horizon 2015, premier semestre 2015. L'objectif, c'est de le faire à court terme. Donc, c'est techniquement compliqué. Ça fait déjà plusieurs années, enfin, de facto à 4 ans d'existence. Donc, on est tout jeune. Les technologies bougent vite dans ce contexte-là. Il y a peu d'endroits avec une telle complexité, parce que là, on est vraiment à la croisée de beaucoup de flux et puis de beaucoup de niveaux qui s'amoncellent les uns sur les autres. Donc, on a regardé... à l'échelle européenne, qu'est-ce qui était comparable. On a notamment quelques aéroports où il y a à peu près la même complexité, mais voilà, on va essayer de développer, encore une fois pas tout seul, parce qu'il faut compter avec la RATP, la SNCF, les transporteurs, etc. Trouver voilà, ce petit outil qui permettra vraiment, encore une fois, d'améliorer l'information. Oui, je voudrais vous donner un conseil sans honoraire, hein, comme ça. Mais vous prenez l'exemple de l'aéroport, et c'est un très bon exemple. Un aéroport, vous arrivez, il faut un accueil le plus général possible, et vous n'avez de cesse qu'aller, et vous avez toutes les indications, qu'à l'avion qui va vous emmener à une destination de soleil ou de travail, voilà. Mais vous avez une direction unique, et vous ne cherchez qu'une direction unique dans un foisonnement de possibilités. Hein. Quand vous travaillez sur la défense, je vois bien. Quand vous travaillez, vous dites, les gens arrivent à tel endroit, et à partir de là, on va leur faire des directions uniques pour regarder, par exemple, quand vous arrivez, on vous indique le CNIT, parce que c'est quand vous arrivez à l'intérieur du CNIT, c'est un peu plus compliqué pour savoir où se trouve le salon. Bon, mais le CNIT, ça va, c'est remarquablement ciblé, c'est une direction unique. Le propre de la ville. C'est pas ça. On vous dit pas, au bas de chez vous, voilà où vous allez trouver le bureau de tabac ou l'épicerie. Non, vous êtes en bas, puis vous avez envie d'aller, vous regardez, vous dites, tiens, il fait beau, vous devez créer des possibilités multidirectionnelles. La ville, c'est ça. J'ai envie de traîner, je traîne. J'ai envie de... Tiens, j'ai le temps, là, j'ai 10 minutes d'avance avant mon rendez-vous, je vais aller m'acheter un canard. Voilà, c'est le journal, je veux dire. Hein. Le canard, bon. Et ça, c'est fondamental. Et tout l'urbanisme de Dahl, qui est un urbanisme fonctionnel, dans sa tête, à l'origine, a perturbé le côté multidirectionnel. Vous arrivez, il n'y a qu'un seul ascenseur. Alors effectivement, il est en panne. Oui, c'est fichu. C'est fichu. Donc il faut imaginer une science. Vous êtes condamné à ça. Dans le 15e, ils ont dit, allez, la dalle, ça va, on arrête, on descend tout au sol. Bon, mais ici, bon courage, parce que faudrait-il encore que le sol soit agréable. Ça, c'est encore autre chose. Je crois que Monsieur Bordeaux. Oui, non, mais vous avez soulevé une question très intéressante et que je vais rejoindre dans ce que dit Monsieur Cantal-Dupart. Les nouvelles technologies, dans l'aménagement de la ville, du point de vue de mon poste de discussion, je veux bien croire que d'autres peuvent avoir d'autres partis pris et c'est normal. J'ai dit tout à l'heure, c'est une question de représentation. Très bien. C'est une question de morphologie. Il va falloir qu'on lutte contre des morphologies urbaines qui sont fracturantes et qui empêchent des franchissements. Mais également la capacité à se repérer dans l'espace et pouvoir effectivement en permanence pouvoir trouver le chemin qui nous convient le mieux. Soit parce que, quand Cantal-Dupart l'a bien dit, on a un cheminement aléatoire et on a envie d'autre chose. Il n'y a pas un seul chemin. Et là, les nouvelles technologies sont aussi quelque chose d'essentiel et d'important. Ces nouvelles technologies vont permettre d'augmenter la réalité de nos possibilités individuelles. Et c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Il
Il y a donc les représentations, la morphologie urbaine, la construction urbaine, les représentations mentales, bien sûr, et la volonté de travailler les uns avec les autres, et pouvoir utiliser de nouvelles technologies qui permettent de renouveler les cheminements, de découvrir de nouveaux cheminements, qui ne soient pas que des cheminements coutumiers qui sont importants, effectivement, mais qui permettent peut-être d'autres déplacements. On a parlé d'argent, évidemment, vous avez parfaitement raison, je vais vous donner quelques chiffres. Et quelques chiffres, non pas pour dire que, voilà, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. D'abord, la défense par elle-même, c'est un quart du PIB de l'Île-de-France. Ce qui veut dire que ce qui est produit par la défense ne reste pas à Courbevoie et Puteaux, malheureusement pour nous. Et heureusement pour les autres. La deuxième chose, c'est quasiment un tiers de la TVA qui est produite en Île-de-France également. Donc c'est un pôle d'échange métropolitain qui crée des richesses à la fois financières et fiscales, mais également en termes d'emploi, etc. Donc les collectivités qui sont les nôtres, nous touchons bien sûr une partie de ces revenus, mais je dois le dire quand même très, très clairement, Puteaux et Courbevoie, nous contribuons à hauteur chacune des deux communes à 12 millions d'euros de péréquation tous les ans. Et nous n'en sommes pas du tout fâchés ou vexés, c'est notre contribution à la métropole. Mais si je prends les chiffres affinés de la péréquation, j'en parle d'autant plus que mon maire, M. Kozowski, m'a confié cette responsabilité au niveau de la métropole. Et avec François Pupponi, nous avons rénové l'intégralité du fonds de péréquation et de solidarité parce que ça nous paraissait quelque chose de normal. Si on prend les critères objectifs, Courbevoie ne doit pas payer 12 millions, mais doit en payer 8. Simplement, pour faire métropole, il faut savoir être un petit peu et aller au-delà. Pour vous dire simplement, et que ces questions d'argent sont importantes, mais nous construisons une métropole indifférenciée dans sa capacité à inclure chacun d'entre nous et différenciée par rapport à son territoire. L'argent est important, mais ça ne suffira pas, parce que de toute manière, les revenus que nous avons et que nous les consacrons à des politiques publiques. Il n'y a pas de phénomène de matelas. Donc l'argent ne suffit pas, et elle ne sera jamais suffisante, en tout cas, si on voulait prendre un plan général et merveilleux et l'appliquer. Il faut qu'on trouve chaque jour des situations nouvelles, des innovations, des adaptations aux besoins de vie des uns et des autres. Ah oui, madame ici, est-ce qu'on peut lui passer le micro ? Ah, voilà. Bon, alors, Jocelyne Carpentier de Clichy-la-Garenne, donc dans le département. Alors, moi, j'aurais envie de partager quelques impressions qui vont inspirer quelques questions. Mais bon, on ne pourra pas y répondre sans doute dans l'immédiat, mais je trouve que c'est intéressant en termes de partage d'expérience. Bon, d'abord, le cœur de ville de Courbevoie, je ne le connais pas. Et ce que vous avez dit me donne envie d'aller le visiter. Ça, c'est déjà une bonne chose. Concernant la défense, alors là, j'ai des avis très partagés. Moi, je suis non-voyante, mais je sors seule beaucoup et je pratique la défense. Pas tous les jours, mais enfin, assez souvent quand même. Et je suis quand même très gênée par le gigantisme des espaces. Alors, sur la dalle à l'extérieur, j'aime bien m'y promener, je trouve que c'est sympa, sauf qu'il y a plein de petites marches partout. Il y a des dénivelés, par exemple, quand je sors du RER, que je monte sur la dalle pour aller à Notre-Dame de Pentecôte, ce qui m'arrive, eh bien là, je me trouve à un moment donné devant des escaliers, des petits escaliers petits qui sont petits à un endroit, plus élevés à d'autres. Ça, et il n'y a pas de bande, il y a pas grand-chose au niveau des repères pour les non-voyants. Il y a très peu de bandes de guidage, j'en ai jamais vu. Et ni en bas ni en haut, et des bandes de vigilance, il n'y en a pas beaucoup non plus. Alors, bon, et c'est pareil, et c'est embêtant parce que comme les espaces sont immenses, quand on sort d'un endroit pour retrouver par exemple une entrée de RER ou de métro ou un escalier mécanique qui descend, alors c'est là que la le système peut-être de balises sonores pourra être utile.
Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Bon, moi j'y arrive parce que je demande autour de moi de m'y conduire, mais c'est quand même pas la solution idéale. Alors en bas, dans les étages, enfin dans les sous-sols, alors aujourd'hui, si j'avais dû venir au CNIT toute seule, je ne sais pas si je serais arrivée, hein. Si, je serais sûrement arrivée, mais ça aurait été difficile. Parce que là, c'est pareil. Moi, en fait, quand on est handicapé, surtout sensoriel, visuel, comme je le suis, ce qui pose problème, c'est les espaces. Et quand il y a trop d'espace, et c'est inévitable ici, s'il n'y a pas régulièrement des choses qui permettent, enfin des structures qui permettent de strier l'espace et de savoir où on est, eh ben on est perdu. Et je vous dis, moi, ça me donne le tournis, franchement. Hein. Tout à l'heure, on essayait de chercher un pique-nique. Bon, on a pris un premier ascenseur, on a traversé je ne sais quoi que je ne serais pas capable de faire toute seule. On a visé un autre ascenseur qui, lui, bien sûr, est accessible, mais en sortant de cet ascenseur, où fallait-il aller pour trouver la FNAC où je voulais une pile, et après Monoprix où je voulais un sandwich. Bon, et en plus, je n'avais pas besoin de sortir dehors, mais heureusement. Mais c'est pour vous dire que je pense que dans la conception, et j'ai bien aimé ce qui a été dit au départ, c'est vraiment dans l'imagination du projet de ville qu'il faut penser ces choses-là. Ceci dit, quand c'est réalisé, je pense qu'on a aujourd'hui quand même des capacités d'avancer dans ce sens-là, pour que ce soit... C'est l'espace qui est vraiment compliqué. Mais pas que pour moi. Quand je demande aux gens de m'aider, par exemple, eh bien, j'interpelle des gens. Déjà, il faut que j'arrive à les intercepter dans l'espace. Mais quand bien même j'y arrive, parce qu'il y a du monde, et que je demande aux gens, c'est fréquent que les gens m'envoient complètement en sens inverse, parce qu'eux-mêmes, tout en voyant, ont du mal à se localiser. Ils ne m'enverront pas forcément chercher le bus dans le bon sens. Et alors, si en plus on ne parle pas français beaucoup, et il y a quand même beaucoup de gens de tous les pays qui se croisent ici, eh ben, ça n'est pas facile non plus pour eux. Donc, c'est bien, vous avez une conception universelle, et ça, moi, j'apprécie beaucoup. Mais donc c'est pour montrer que ce n'est pas seulement mon handicap qui est concerné, c'est tous les handicaps, mais aussi ça concerne beaucoup d'autres personnes. Monsieur. Oui, bonjour, je suis Michel Duez, adjoint au maire de Puteaux, justement en charge de l'accessibilité. Je voulais simplement dire que nous sommes en train d'étudier donc le PAF qui va être voté très, très prochainement, mais qu'un certain nombre d'itinéraires types seront prévus pour aller d'un bout de Puteaux à un bout de Courbevoie, et ça sera bien fléché, c'est prévu dans les années qui viennent. Mais il y a pas mal de milliers de points qui méritent d'être revus. Pas besoin de recréer, mais déjà, ce qui existe, le modifier pour effectivement, si on vous envoie prendre un ascenseur là, s'il y a quelques marches avant et que ce n'est pas prévu, vous avez de grandes difficultés. Mais tout ça, c'est prévu, ça va être démarré prochainement. Alors, justement, j'allais y venir. Dans notre démarche qu'on est donc en train de vraiment mettre sur pied avec, encore une fois, nous de facto avec les PADESA et les deux villes, l'idée, c'était dans une des slides que j'ai présenté rapidement, mais inutile peut-être de la remettre parce que la vision de la ville est pas mal aussi. On a comme objectif, bien sûr, de faire de la concertation, parce qu'aujourd'hui c'est indispensable, et de la concertation intelligente, c'est-à-dire pas seulement de présenter, d'informer les belles idées qu'on aura eues, mais sur un thème comme celui-là, effectivement créer un comité d'usagers, de manière à ce qu'on puisse tester les chemins, les vérifier, les corriger le cas échéant, parce qu'on n'a peut-être pas la bonne idée du premier coup. Donc vous l'avez, je ne sais plus dans quel coin, je crois que c'est dans l'étoile en bas à gauche, le comité usager, en tout cas les utilisateurs qui sont identifiés, y compris en travaillant avec les associations, parce que ça nous permet d'avoir du répondant assez rapide et assez évident. Donc c'est un travail que nous avons engagé, y compris avec déjà des associations qu'on a rencontrées et qui ont alimenté. Deuxième point que je voudrais juste dire au passage, parce que je crois qu'il y a d'autres questions, notre diagnostic que notre AMO a mis au point ces derniers mois a été donc donné aux villes pour contribuer au PAV de l'agglomération. Donc c'est aussi la marque d'un travail qui se fait collectivement dans ce thème.
Bien, donc un travail en marche. Merci Madame de votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si. Ah, Monsieur Dupont. Il y a une chose, ça vous a peut-être totalement échappé, mais sur le parvis que vous allez aller voir, Madame, sur le parvis devant l'église, la décision, non mais c'est, vous voyez, parce que c'est toujours, excusez-moi, mais c'est demain un jour, vous allez voir, alors on fait d'abord un diagnostic pour voir tout ce qui ne va pas. Enfin, il n'y a pas besoin, il n'y a qu'à s'adresser déjà, il n'y a qu'à faire passer un papier dans cette salle, vous allez avoir un album sur la défense qui ne va pas être déçu à partir du simple chemin qu'on a fait pour venir et atteindre cette salle. Bon, déjà, bon, mais sur des choses, je ne dis pas globalement, mais sur des choses simples, par exemple, ce que vous avez réussi à faire entre La Défense et Courbevoie, vous pouvez tout à fait le réaliser entre La Défense et Puteaux. Comment passer cette espèce de périphérique impossible là? Alors il y a des, vous allez me dire, on passe par-dessus, comment on le... Bon, mais bref, je rappelle, c'est parce que ça c'est important. Décision devant le conseil municipal, je suis là, ça doit être en février. Février 2013. Démarrage des travaux, tout, enfin le plan, mettre les choses au point. Démarrage des travaux, juin. Livraison, octobre, novembre, enfin, début novembre. Voilà. Donc on peut faire des choses très vite, des choses simples, très vite. Ce qui veut, après, tout voir, mais que tout d'un coup, on ouvre une fenêtre. Et dès qu'une fenêtre est ouverte, ça sert de leçon pour éclairer tout le reste du bâtiment. Nous sommes convaincus. Non, mais c'est pas d'être convaincu, c'est que c'est par l'exemple. Par l'exemple, Michel Cantal-Dupart l'a indiqué, on est en situation de faire des choses rapidement. Évidemment, quand on touche aux gros œuvres, c'est compliqué, mais si on ne travaille pas autour et qu'on ne s'engage pas dans des dynamiques, on ne touchera jamais aux gros œuvres. Et c'est ça le message. Changer les représentations, coproduire. À partir du diagnostic, de l'expertise d'usage et des pratiques des citoyens, des personnes en situation d'apporter leur concours. C'est dès le départ, dès les premières minutes d'un projet, d'une envie, d'un problème qui a émergé, on doit pouvoir co-construire ensemble un certain nombre de pistes de diagnostic. Ça prend du temps, mais ça prend pas autant que cela. Courbevoie, qui est la ville dense par excellence, dans lequel c'est très compliqué, tout est imbriqué, les réseaux, les propriétés, les copropriétés, alors on l'a dit tout à l'heure, les lignes de chemin de fer de la SNCF, mais c'est la RATP qui le gère, mais finalement c'est le STIF. D'accord, ok. On a pourtant réussi, sur la dernière mandature, à engager absolument tous les chantiers selon un principe d'implication du maire, évidemment, de réunir les conditions qui font que chacun peut apporter de manière, je veux dire, volontaire, volontariste, et pas polémique, même s'il y a toujours un peu de dispute, etc., un certain nombre de contributions, et on engage rapidement les choses. Michel Cantal-Dupart, sur le centre-ville, l'a très bien dit. En très peu de temps, les choses se sont engagées, on a changé la nature de l'environnement et des enjeux. Sur la gare de Bécon-les-Bruyères, c'est pareil. On a mis beaucoup d'années avant d'arriver à toucher le fil, et à partir du moment où on a mis autour de la table les 3 communes concernées, le STIF, la RATP et la RFF, qu'on les a enfermés dans la pièce, qu'on a commencé à couper l'eau et l'électricité, ça allait beaucoup mieux. Mais pourquoi ? En fait, c'est bien sûr une plaisanterie, parce que tous les acteurs sont finalement très impliqués, ont tous envie, quelle que soit leur situation. Il faut trouver un langage commun et réunir les conditions d'eux. C'était pareil également dans un autre secteur de la ville. Et pour la Défense, ça fait très nombreuses années, Puteaux et Courbevoie, dans nos PLU, on le voit bien. On grignote peu à peu tout ce qui faisait barrière avec la Défense. On l'étale, on le lisse de telle sorte qu'il y ait une continuité et pas une rupture entre deux espaces d'un même territoire. C'est pas la même personnalité, c'est pas la même identité, c'est pas les mêmes acteurs qui gèrent, effectivement, c'est pas non plus la même histoire. Mais pour autant, il ne doit pas y avoir, et pour nous en tout cas, c'est une considération de rupture et de frontières non franchissables. Et c'est là le travail au quotidien. Et on peut le faire rapidement. Rapidement, M. Cantal-Dupart l'a montré. De plus, ce qui est pratique avec Michel Cantal-Dupart, je ne veux pas lui faire sa publicité, il le fait très bien lui-même. Et nous avons aussi quelquefois des désaccords, effectivement, qui se sont exprimés, mais il a une sensibilité, et c'est ça le propre des urbanistes, une sensibilité du territoire, de l'espace. Il le regarde à partir de ses 2 pieds.
et pas du haut d'une tour. C'est un urbaniste de surface, si vous permettez. Pas de terrain, parce qu'ils le sont tous, plus ou moins. Même non, ils le sont. Je veux dire, par rapport à ça, les acteurs n'ont pas de mauvaise volonté. De surface. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses à faire qui, finalement, on peut les faire sauter. Ceci avec un peu de nouvelles technologies pour commencer à baliser un certain nombre de cheminements faciles. Mais ensuite, ces nouvelles technologies vont permettre à chacun de choisir, en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il a envie de faire, les cheminements qui lui sont appropriés. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir un petit peu par rapport à ce mur entre les villes et la défense? Alors, il y a peut-être eu, enfin il y a toujours un dénivelé sensible, mais en tout cas, notre souhait, je pense partagé d'ailleurs, chez De Facto et dans les collectivités et chez bon nombre d'urbanistes qui nous accompagnent dans nos réflexions, c'est justement de permettre ce rapport plus facile, plus simple, plus évident, plus lisible entre les deux espaces, l'espace de la ville sur le bon sol et l'espace de la ville sur dalle. Mais le quartier Charras à Courbevoie pose les mêmes difficultés d'ailleurs d'accès à ce qui se passe au-dessus, comme toutes les dalles de France et de Navarre. Avec effectivement là des objets qui sont grands, qui sont massifs, qui sont imposants, qui peuvent faire peur. J'aime beaucoup l'exemple qu'a cité Michel Dupart tout à l'heure, Quentin Dupart, sur la démolition de cet autopont qui faisait barrière entre la ville et la Défense au niveau du cours Gambetta, pour ceux qui connaissent Courbevoie, et qui, après ça, alors que, et pour en avoir discuté avec quelques personnes qui étaient en poste au moment de cette démolition, tous imaginaient et tremblaient de frayeur à l'idée de le déposer, en disant c'est pas possible de déconstruire ça. Et ça a été fait, et maintenant la coulée verte passe en dessous, au-dessus, et c'est beaucoup plus simple. Donc c'est vrai que la dimension de boulevard urbain qui a pris le circulaire à Courbevoie est très intéressante pour nous, parce que ça fait lien, ça fait sens, ça tisse. C'est pas évident parce qu'il faut mettre la dérive dans le coup, il faut se mettre nous-mêmes dans le coup, etc. Donc il y a plein de complexités, mais le sens y est. Et à partir du moment où le sens y est, voilà, on est en train de le gagner et c'est concret. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Non. Bah, écoutez, alors il me reste à remercier nos trois intervenants et à vous remercier tous pour avoir participé à cette table ronde.